Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons le colonel Jacques Baud, ancien responsable du renseignement stratégique suisse et auteur de nombreux ouvrages sur la Russie et le Moyen-Orient. Soyez donc le bienvenu à nouveau dans l'émission. Merci de m'avoir invité à nouveau. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est une journée tragique. Donc, nous nous sommes tous les deux réveillés ce matin, je suppose, et avons constaté que les États-Unis avaient pris la décision, que je qualifierais de radicale, d'attaquer l'Iran et ses installations nucléaires. Je ne sais donc pas vraiment comment ils prévoient la suite, ni comment cela est censé se terminer. Encore une fois, Trump a affirmé que ces installations avaient été complètement et totalement détruites. Je suppose qu'il fait aussi référence à Fordow. Il y a donc beaucoup de choses à analyser ici concernant ce qui s'est réellement passé et la façon dont cela va probablement évoluer. Mais que savons-nous jusqu'à présent? Parce que j'ai vu des rapports contradictoires sur la question de savoir si cette attaque contre l'Iran a été le succès spectaculaire que Trump a présenté. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais apparemment ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont attaqué cette installation avec des missiles de croisière Tomahawk et quelques bombes à forte capacité de pénétration. Mais ce n'est pas tout à fait clair. En tout cas, ce qui semble s'être produit, c'est que ce qui a été détruit, ce sont en fait des installations en surface. Mais il n'y a pas de véritable impact sur les installations souterraines qui sont en réalité trop profondes, même pour ces bombes à forte capacité de pénétration dont disposent les États-Unis. Autrement dit, oui, c'est spectaculaire, mais il n'est pas certain que cela ait été efficace en termes d'impact réel. Mais je pense que ce qui est certain, c'est que les installations attaquées par les États-Unis étaient des installations civiles. Autrement dit, les États-Unis ont attaqué des installations nucléaires civiles. Et cela, en fait, répète ce qu'Israël a fait le 13 juin, lorsqu'ils ont également commencé à attaquer des installations nucléaires civiles. Et cela constitue une violation du droit international. Attaquer un pays souverain est déjà une violation, et attaquer sans aucune raison, car il n'y a aucune raison à cela, est également important à souligner, mais nous y reviendrons probablement plus tard. En plus de cela, ils ont attaqué des installations nucléaires civiles. Techniquement, cela s'apparente davantage à un acte terroriste qu'à une action militaire. C'est très important, car cela signifie que tout l'ordre international est ébranlé par cet acte. Le but de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est précisément de fournir des garanties de la surveillance et du contrôle des activités nucléaires afin de prévenir de tels cas. En refusant en fait à l'AIEA ces garanties, les États-Unis n'ont pas seulement attaqué physiquement des installations civiles, mais ils ont aussi attaqué l'ordre international. Et je pense qu'il est extrêmement important de le mentionner. Je veux dire, ce n'est pas la première fois. Évidemment, nous avons eu l'expérience de la guerre en Irak et d'autres situations similaires. Mais ici, nous sommes face à une violation flagrante et manifeste du droit international qui ne tient même pas compte de ce qu'a déclaré l'AIEA, à savoir que l'Iran n'était pas sur la voie de la production d'une arme nucléaire. Il n'y a donc aucune raison, aucune justification à cela. Et cela ouvre une autre porte, que nous aborderons probablement plus tard, l'irrationalité de la prise de décision en Occident. Je veux dire en Israël aussi, mais cela est connu depuis longtemps. Je veux dire, mais aussi aux États-Unis. Et ce que nous avons vu ici, et surtout, je me souviens lorsque Donald Trump, lors de son vol de retour aux États-Unis après le G7, a été interrogé par un journaliste à propos de l'Iran, il a mentionné que Tulsi Gabbard, dans sa présentation de l'évaluation annuelle des menaces en mars de cette année, et Trump a dit
Je me fiche de ce qu'elle dit. Cela signifie que nous avons ici aussi une crise institutionnelle aux États-Unis. Car le but, et je peux en parler parce que j'étais moi-même officier du renseignement stratégique. Le renseignement stratégique, surtout dans un petit pays comme la Suisse, une organisation très modeste. Mais le but du renseignement stratégique est de conseiller la prise de décision stratégique. Cela signifie essentiellement que ce que vous produisez, l'évaluation que vous faites, le renseignement que vous produisez, car le renseignement est un produit. Ce n'est pas simplement de l'information, c'est un produit. Et ce produit est l'élément de base pour la prise de décision. Et cela garantit la rationalité, ou devrait garantir la rationalité de la prise de décision. Lorsque vous dites que vous ne vous souciez pas de ce que disent vos services de renseignement, cela signifie alors que vous vous éloignez de ce système institutionnel qui est fourni par l'organisation de renseignement. Je suis également à l'ONU. Je suis expert en état de droit et en réforme des institutions de sécurité. Je dis toujours que le renseignement est un élément clé de l'état de droit, dans le sens où il fournit à la prise de décision le type de rationalité dont vous avez besoin si vous ne voulez pas être une sorte de république bananière. Mais ce que les États-Unis ont démontré, c'est qu'ils agissent comme une république bananière, c'est-à-dire sans aucune justification. Simplement parce que le président le pense, alors il faut suivre. Voilà, c'est exactement ce que Louis XIV en France disait. L'État, c'est moi. Je suis l'État, je décide, Dieu et moi, point final. Et nous sommes exactement dans la même dynamique ici. Et c'est une évolution extrêmement préoccupante. Donc, cela signifie que nous avons ici trois choses. Nous avons, disons, des violations criminelles du droit international. Nous avons la déstabilisation de l'ordre juridique international. Et nous avons une crise institutionnelle aux États-Unis, dans le sens où nous avons désormais un président qui décide selon son bon vouloir et non sur la base d'informations et d'une intelligence rationnelle. Voilà donc mes premières remarques concernant ce qui s'est passé en Iran. Oui, je pense que la citation directe de Trump, un journaliste lui a demandé « Vos agences de renseignement disent qu'aucune bombe nucléaire n'est en cours de fabrication. » Et il a répondu « Eh bien, alors ma communauté du renseignement a tort. » Donc, encore une fois, comme tu l'as dit, il se place au-dessus de la communauté du renseignement. Il sait mieux qu'eux. Mais ce n'est pas seulement les États-Unis. Immédiatement après l'attaque, comme tu l'as dit, il s'agit d'un cas de terreur nucléaire, c'est-à-dire le bombardement de réacteurs nucléaires civils. Oui, c'est vraiment extrême. Et ensuite, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, est allée sur Twitter et a écrit « Eh bien, l'Iran n'a pas le droit d'avoir une bombe nucléaire. » Et puis, vous savez, on enchaîne avec la phrase obligatoire « Nous avons besoin de désescalade », comme s'il fallait continuer à faire semblant que l'UOMER est encore un projet de paix. Mais cela montre aussi un effondrement, n'est-ce pas, comme vous l'avez mentionné, des règles et des institutions. Car l'UMERPOE a apporté non seulement un soutien tacite, mais aussi très ouvert au génocide à Gaza. Et maintenant, bien sûr, elle offre ce soutien tacite à ce qui est effectivement, comme vous l'avez dit, du terrorisme nucléaire. Donc, voyez-vous un problème similaire au sein de l'Union européenne? Absolument. Nous pourrions élargir la réflexion au-delà de ce que je viens de dire. Vous avez parfaitement raison. Je n'étais pas au courant du tweet de Kaja Kallas, ce qui ne me surprend pas en fait, car ce n'est pas la personne la plus brillante pour commencer. Et deuxièmement, nous voyons que l'UEM a essentiellement abandonné toute activité diplomatique. Il n'y a pas d'activité diplomatique. Nous l'avons constaté, comme vous l'avez justement dit, dans le conflit en Palestine, où l'UE est totalement absente.
Nous avons vu l'UMMR dans le cadre du conflit ukrainien, mais uniquement pour fournir des armes, pas, disons, comme faiseur de paix d'une certaine manière, pas comme créateur de ponts, mais au contraire, elle construit des murs et non des ponts. Et ce n'est même pas le cas dans d'autres conflits. Nous avons d'autres problèmes qui ont affecté l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et nous avons toujours le conflit en Chine. Nous constatons que l'Union européenne est totalement absente. Mais d'un autre côté, il faut aussi dire que l'UE n'a absolument aucune crédibilité. Je veux dire, l'UE manque d'intelligence. Pas d'intelligence au sens militaire, mais d'intelligence au sens de réflexion. Il n'y a absolument aucun cerveau. Et Kaja Kallas n'est certainement pas le meilleur exemple d'une personne capable de réfléchir. Parfois, on se demande comment ces personnes atteignent les postes qu'elles occupent. Mais ce n'est pas le sujet ici. Ce que l'on constate à partir de ce que vous venez de mentionner à propos de Kaja Kallas, c'est aussi une autre chose. Nous déformons les mots. Je veux dire, l'Iran n'a jamais affirmé vouloir des bombes nucléaires. Et dans le processus de discussion que nous avons observé, qui a été interrompu par l'attaque israélienne du 13 juin, rappelez-vous que dimanche dernier, la 6e série de négociations devait avoir lieu à Oman. Or, dans cette discussion, le problème n'était pas de savoir si l'Iran devait ou non posséder des armes nucléaires. L'Iran a dit très clairement, tout d'abord, il a signé le traité de non-prolifération. Si vous lisez l'accord stratégique global entre l'Iran et la Russie, il est explicitement indiqué que l'Iran continuera de respecter les dispositions du traité de non-prolifération, ce qui signifie que même dans ce traité bilatéral, l'Iran a clairement affirmé qu'il n'était pas question de posséder des armes nucléaires. Nous savons que la doctrine stratégique de l'Iran n'inclut pas les armes nucléaires. Donc toute la question de la bombe nucléaire est totalement erronée. Toute la question et la raison pour laquelle il y avait cette différence entre les États-Unis et l'Iran ne portait pas sur une bombe nucléaire. Il s'agissait de la capacité, ou en fait du droit d'enrichir de l'uranium. Et ce droit est explicite, et si vous lisez le JCPOA par exemple, l'article 4 du JCPOA, il indique qu'il est fondé sur les dispositions du traité sur la non-prolifération. Dans le traité sur la non-prolifération, je pense que c'est aussi à l'article 4, ou peut-être 1.4, mais la non-prolifération nucléaire, c'est l'article 4. En tout cas, dans le traité sur la non-prolifération, il est indiqué que le droit d'enrichir de l'uranium à des fins civiles est un droit inaliénable pour chaque pays. Inaliénable. Par conséquent, pourquoi l'Iran devrait-il renoncer à ce droit inaliénable d'enrichir de l'uranium, puisqu'il n'a jamais, car l'Iran n'a jamais eu de programme nucléaire militaire, jamais. Il a mené une étude de faisabilité en 1988. Il a lancé une étude de faisabilité appelée Projet Ahmad, qui s'est conclue en 2003 avec la constatation qu'il n'y avait aucun intérêt pour l'Iran. En fait, il serait plus problématique pour l'Iran de posséder des armes nucléaires que de ne pas en avoir. Par conséquent, ils ont abandonné l'idée de posséder des armes nucléaires. Mais ce n'était qu'une étude de faisabilité, et en aucun cas un programme. Dans ce cas, on pourrait même dire que la Suisse avait des armes nucléaires, car en Suisse, nous avions prévu d'en avoir. Nous avons acheté du combustible nucléaire pour des bombes. Nous avons acheté le Mirage 3 et modifié le Mirage 3 pour transporter des bombes nucléaires, même en Suisse. Et finalement, nous avons signé le traité de non-prolifération et abandonné le projet, bien que le projet ait été officiellement abandonné au début des années 90 en Suisse. Ainsi, la Suisse, neutre, avait un projet d'armement nucléaire. Et même si le projet a été abandonné bien avant d'être officiellement terminé, nous avons eu ce projet pendant près de 30 ans. L'Iran est dans une situation très similaire. Il a mené cette étude.
En fait, les Suisses sont même allés plus loin que les Iraniens. C'est l'ironie de l'histoire. Ils ont donc réalisé une étude de faisabilité, mais ils n'ont jamais eu de programme nucléaire militaire. Par conséquent, nous continuons à promouvoir ce récit afin de trouver un point faible en Iran et de justifier en fait des activités ou des attaques comme celle qui a eu lieu le 13 juin et encore hier par les États-Unis. Ce genre de discours est même relayé davantage par des personnes comme Kaja Kallas, qui n'a absolument pas la moindre, pas même un atome, de connaissance, ce qui est totalement absurde. En réalité, elle ne fait que propager de la propagande. Et comme vous l'avez justement dit, il n'y a même plus d'éthique en politique, car ils n'ont même pas réagi à tous les massacres commis par Israël en Palestine, ce qui est, à mon avis, un scandale en soi. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je me demandais aussi comment vous voyez cette situation s'aggraver. Car à mon avis, l'une des faiblesses des États-Unis est qu'ils ne se sont pas vraiment adaptés à la perte de cette primauté mondiale très forte. À l'époque hégémonique après la guerre froide, les États-Unis pouvaient jouir d'un contrôle presque total de l'escalade. Ils pouvaient intensifier le conflit contre n'importe qui et aussi le désamorcer. Par exemple, ils pouvaient infliger une correction à d'autres pays, bombarder un peu en Syrie, bombarder un peu en Irak, et ils savaient que les pays contre lesquels ils se battaient ne pouvaient pas riposter ou auraient trop peur de le faire. Car si ces pays lançaient une attaque contre les États-Unis, ces derniers auraient toujours la menace de pouvoir effectuer une frappe encore plus puissante. Autrement dit, pas seulement une simple correction. Il semble maintenant que Trump essaie de jouer ce même jeu avec les Iraniens. Autrement dit, leur dire « on va vous frapper un peu, mais si vous essayez de riposter, on vous frappera beaucoup plus fort ». Car après avoir attaqué l'Iran, il a déclaré « maintenant, c'est le moment de la paix » et a mis en garde l'Iran contre toute riposte, affirmant que l'Amérique les frapperait encore plus durement. Mais si vous êtes à Téhéran, vous pourriez conclure qu'il est effectivement très dangereux de riposter, car cela risquerait de vous entraîner dans une grande guerre avec l'Amérique. Mais il pourrait être encore plus dangereux de ne pas riposter, car cela établirait le précédent selon lequel l'Amérique peut vous bombarder à sa guise, et que vous devez simplement rester silencieux et obéissant pour ne pas l'irriter davantage. Que voyez-vous venir de la part de l'Iran? Vont-ils opter pour une réponse mesurée, adéquate? Que leur conseilleriez-vous, en quelque sorte? C'est pas la meilleure façon de formuler la question, mais que pensez-vous qu'ils pourraient faire? C'est une très bonne question. Toute la question, bien sûr, est que, comme vous l'avez dit, c'est une question très délicate. Comment réagir face à une puissance qui a même lancé des guerres pour rien? Les États-Unis ont une histoire de guerre lancée sans raison. Mais ils les perdent. Il est aussi important de le dire. Et le problème, c'est qu'ils ne tirent pas de leçons de leurs erreurs. C'est fascinant. Ni Israël ni les États-Unis n'apprennent de leurs erreurs. Ils les répètent. Je sais qu'il y a un proverbe en français qui dit « Tout le monde fait des erreurs. Seuls les imbéciles les répètent. » Et nous sommes exactement dans ce schéma avec les États-Unis, ce qui est assez étrange. En tout cas, le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une configuration internationale différente de celle d'avant. Prenons par exemple la question d'Israël et de l'Iran. Laissons de côté les États-Unis pour l'instant. Il est intéressant de noter qu'Israël est en train d'épuiser son stock de missiles Arrow. Le missile Arrow est fabriqué par Boeing, une entreprise américaine. Mais pour construire ce missile Arrow, ils ont besoin de terres rares et de minéraux stratégiques fournis par la Chine. Or, la Chine a interdit l'exportation de ces matériaux stratégiques vers les industries aérospatiales et militaires en général,
ce qui signifie que Boeing ne peut pas recevoir l'équipement stratégique ou les matières premières nécessaires à la fabrication de ces missiles. Cela signifie qu'à présent, nous sommes clairement dans une situation où les États-Unis ne sont pas en mesure de fabriquer ou de produire les armes nécessaires à Israël. Et nous pourrions avoir une situation similaire avec l'Iran. Maintenant, nous ne savons pas exactement comment les autres puissances vont réagir, ni comment elles vont exprimer leur soutien à l'Iran, car cela jouera probablement aussi un rôle dans la manière dont l'Iran répondra aux États-Unis. Mais il y aura une réponse, cela ne fait aucun doute. En même temps, l'Iran doit répondre sans se créer de nouveaux ennemis. Vous savez, l'Iran est désormais accepté au Moyen-Orient. Il a été réintégré à la Conférence des États islamiques et d'autres instances similaires. Mais encore une fois, tous ces liens sont très fragiles. Et comme vous l'avez souligné, l'attaque qui a été lancée contre l'Iran provenait, je veux dire, est partie du Qatar et probablement d'autres bases au Moyen-Orient. Maintenant, l'Iran devrait-il riposter sur cette base et ainsi se créer des ennemis parmi de nouveaux amis? C'est un élément qui jouera certainement un rôle dans l'équation. Mais ce qui peut également jouer un rôle, c'est la manière dont d'autres pays, comme la Russie et la Chine, réagiront à cela. Encore une fois, je ne suggère pas que la Chine ou la Russie répondront ou prendront une part active à la riposte de l'Iran. Mais néanmoins, en supposant que la Chine décide que le problème dans le monde, c'est les États-Unis, ce qu'ils ont probablement déjà en tête à mon avis, je veux dire, la meilleure façon de résoudre le problème serait simplement de provoquer l'effondrement des États-Unis. Or, faire s'effondrer les États-Unis est extrêmement simple, car il suffit de vendre toute la dette américaine détenue par la Chine. Si vous faites cela, vous verrez les États-Unis s'effondrer complètement en quelques jours. Cela aura bien sûr des conséquences et un impact sur d'autres pays, y compris la Chine elle-même. C'est pourquoi je ne m'attends pas à ce que la Chine réagisse de façon instinctive ou émotionnelle à cela. Mais ce que je veux dire, c'est que les États-Unis ne sont plus invincibles. Ils ont des faiblesses inhérentes liées à leur propre économie, qui est fragile et fortement dépendante de pays comme la Chine. Surtout la Chine, mais pas uniquement. Ils dépendent aussi beaucoup du Moyen-Orient. Et leur politique étrangère, qui a soutenu de manière décisive Israël pendant des décennies, dépend également du Moyen-Orient. Par conséquent, il y a beaucoup de cartes à jouer. Ce qui m'est encore inconnu à ce stade, c'est comment la communauté du Moyen-Orient, j'entends par là les États arabes, puisque l'Iran n'est pas un État arabe, comme vous le savez, comment les États arabes vont-ils réagir à cette situation? Parce qu'ils doivent comprendre que s'ils ne réagissent pas, cela montrera une faiblesse de l'Iran. C'est vrai, mais cela montrera aussi la faiblesse de ces pays. Car jusqu'à présent, les États-Unis ont maintenu leur hégémonie, surtout dans cette région, par l'usage de la force. C'est une forme d'hégémonie mafieuse. Si tu ne fais pas ce que je veux, je frappe. C'est exactement ce que Trump a fait en Iran. Il a même frappé l'Iran avant qu'un accord ne soit conclu, afin d'obtenir ce qu'il voulait. Et rappelez-vous que dans les processus diplomatiques, une négociation est précisément un processus dans lequel les deux parties arrivent avec des positions et des postures différentes. Et à travers la négociation, on essaye de rapprocher ces deux positions jusqu'à atteindre une position commune. C'est ça l'idée de la négociation. Donc c'est un processus, mais Trump ne le voit pas ainsi. Il considère la négociation comme un moyen d'amener les autres à obéir aux ordres des États-Unis. Et ce n'est pas comme cela que cela fonctionne entre pays souverains. Il s'agit donc d'une incompréhension fondamentale des relations internationales de la part des États-Unis.
Et à mon avis, il faudrait à un moment donné montrer aux États-Unis que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'ordre international. Et bien sûr, je parle ici en mon nom propre, sans aucune autre considération. Mais si j'avais la liberté de décider, j'infligerais un coup fatal aux États-Unis pour qu'ils comprennent que les relations internationales ne sont pas une plaisanterie. Ce n'est pas la loi de M. Trump. Encore une fois, il est évident qu'aucun pays, ni l'Iran ni un autre, ne ferait réellement cela. Mais détruire le Pentagone serait une réponse adéquate pour montrer « arrêtons cela ». Quant à Israël, je ferais exactement la même chose. Non pas détruire toute la population, mais éliminer l'élément essentiel de la prise de décision. C'est un peu ce que les Iraniens ont essayé de faire ou d'engager avec Israël. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. Encore une fois, personne ne fera cela, car les conséquences pourraient être énormes. Mais ces pays doivent être remis à leur place. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas les maîtres du monde. Et je comprends parfaitement que ce que j'ai dit est extrême. C'est une formulation extrême, encore une fois. Mais l'esprit est que nous devrions leur expliquer ou leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas diriger le monde. L'ordre international qui a été établi après 1945 avec la création de l'ONU, pas la création du droit international, car il existait déjà, mais l'établissement d'un ordre fondé sur le droit international, non pas un ordre fondé sur des règles, mais un ordre fondé sur le droit, qui a émergé de la Seconde Guerre mondiale, doit être maintenu et doit être rétabli. Nous devrions interdire toutes les expressions comme « ordre fondé sur des règles », car les règles sont définies par celui qui est le plus fort. Et ce n'est pas ainsi que l'ordre fondé sur le droit international a été conçu. C'est précisément pour cela que l'ONU, malgré tous ses défauts, existe. C'est la raison pour laquelle l'ONU a été créée de cette manière, afin d'avoir un forum où chacun peut échanger des idées, exposer ses propres points de vue, et où tout le monde est égal au sein de la même organisation. Cela a été dénaturé par les États-Unis, je dirais même confisqué par les États-Unis, parce que bien sûr, ils en sont le principal contributeur, et par conséquent, ils se sont octroyés de nombreux privilèges au sein de l'organisation. J'ai passé 4 ans à l'ONU, et je sais que c'est un problème au sein de l'organisation. Comme ce sont eux qui financent tout, tous les meilleurs postes reviennent, bien sûr, aux États-Unis. Par conséquent, ils ont littéralement pris l'organisation en otage. Ce n'était pas l'idée de départ. Nous devrions revenir à l'idée originale de l'ONU afin de rétablir un ordre fondé sur l'égalité des membres, de respecter les intérêts des différents membres et de respecter le droit international que tout le monde a accepté, signé et ratifié en ce qui concerne les traités. Voilà précisément le problème. S'ils ne comprennent pas cela, il faut les ramener au niveau où ils doivent le comprendre. C'est pourquoi je parlais de dissuasion. Encore une fois, je ne suggère pas que l'Iran, et ils ne le feront probablement pas, car ils réfléchissent beaucoup plus à leurs actions. Je veux dire, ils ne sont pas émotionnels. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut les ramener à une situation où ils ne peuvent rien faire d'autre que de se conformer au droit international. Ce serait ma réponse si j'étais l'Iran. Et je pense que si l'on regarde la stratégie qu'a utilisée l'Iran avec Israël récemment, la semaine dernière, on voit que c'est exactement ainsi que l'Iran a réagi. Il n'essayait pas de détruire Israël. Il n'essayait pas de faire comme le régime israélien le fait systématiquement, c'est-à-dire viser la population civile. Les Iraniens ont systématiquement choisi des objectifs militaires ou de prise de décision très limités dans leur portée, des objectifs très précis afin de perturber le commandement et le contrôle du pays.
Et ils ont également attaqué les infrastructures énergétiques afin de perturber l'économie, d'amener Israël à un point de faiblesse où il comprendra qu'il ne peut pas continuer à se battre parce qu'il est trop faible pour le faire, puis les amener au point où ils doivent demander l'application du droit international. Et je pense que la stratégie des Iraniens est extrêmement judicieuse en fait. Je pense que c'est exactement ce que nous devrions faire avec les États-Unis, faire tout notre possible pour limiter l'étendue du pouvoir des États-Unis. Cela pourrait être des armes économiques, si l'on peut utiliser le mot armes, ou des instruments. Cela peut aussi être des moyens politiques. Cela peut aussi être des moyens militaires. Mais il s'agit de les amener à comprendre qu'eux aussi pourraient être protégés par le droit international. Et je pense que c'est là où une bonne stratégie devrait nous mener. Il semble bien qu'un problème clé ici soit la mentalité qui s'est développée au cours des dernières décennies sous cette primauté mondiale, cet ordre unipolaire. C'est-à-dire, vous savez, on peut faire tout ce qu'on veut sans en subir les conséquences. On agit en toute impunité. Je pense que c'est là toute la difficulté à s'adapter à ce nouveau monde. Car dans un monde multipolaire, les actions menées dans un monde unipolaire seraient tout simplement insensées ou désastreuses. Et on le voit aujourd'hui, cette idée selon laquelle on pourrait simplement bombarder les installations nucléaires de l'Iran sans subir de représailles. Mais j'ai tout de même trouvé intéressant ce que vous avez dit, à savoir que l'Iran prend sa réputation au sérieux, qu'il en tient compte. Car l'une des choses qui a vraiment changé au cours des 2 dernières années, au moins, c'est que Israël est aujourd'hui plus isolé. C'est-à-dire, on voit maintenant Israël, après 2 ans de génocide, avec encore une fois un large soutien de l'Occident. Et maintenant, bien sûr, cette attaque surprise en plein milieu des négociations. Puis Trump qui dit « D'accord, il nous faut 2 semaines pour décider », puis il lance une attaque. Je veux dire, il est déjà très difficile d'éprouver de la sympathie pour, eh bien, l'agression non provoquée qui a lieu. Je comprends pourquoi ils ne voudraient pas compromettre certaines de leurs nouvelles relations. Mais en même temps, les attaques viennent de certains de leurs soi-disant nouveaux amis. Je me demandais donc, quelles sont les cibles les plus probables? Parce que s'ils s'en prennent aux bases américaines, ils risquent de détruire les relations avec les pays qui accueillent ces bases. L'Iran se limiterait-il à des attaques contre des navires américains? Parce que vous avez mentionné le Pentagone, mais la portée géographique. Je ne pense pas que... Je pense qu'ils resteraient régionaux dans ce sens. Mais cela provoquerait aussi une réponse trop puissante de la part des États-Unis. Mais quelles sont les cibles probables? Voyez-vous, eh bien tout le monde évoque toujours le détroit d'Ormuz, par exemple, la fermeture du commerce international, mais il pourrait alors agacer les Chinois, vous savez, et les Indiens. Donc, quelles seraient de bonnes cibles, selon vous, pour l'Iran? Tout d'abord, l'Iran a déjà déclaré que s'il était attaqué, il prendrait des mesures pour limiter ou même bloquer le trafic dans le détroit d'Ormuz. Mais vous savez, ils peuvent faire exactement la même chose que les Houthis. Les Houthis n'ont pas bloqué ni tiré sur tous les navires présents en mer Rouge. Ils ont attaqué exclusivement ceux qui se dirigeaient vers Eilat, dans le sud d'Israël, au port d'Israël. Les Houthis ont été extrêmement sélectifs dans leur approche. Ils avaient décidé d'un embargo contre Israël et ils ont simplement appliqué cet embargo, comme le font d'ailleurs les États-Unis. Ils ont appliqué exactement les mêmes principes que les États-Unis et l'Occident. Ils déclarent un embargo et le font respecter. Et bien sûr, ils n'ont pas de marine, donc ils le font respecter avec des missiles. Mais en substance, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ils ont bombardé exclusivement les navires qui étaient à destination d'Israël.
Nous pourrions donc adopter une approche similaire ici, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de fermer complètement le détroit d'Ormuz, mais simplement d'interdire toute circulation entre Ormuz ou le golfe Persique et les États-Unis, par exemple, ou les intérêts américains, ou des choses de ce genre, afin d'empêcher tout soutien logistique, par exemple, aux États-Unis dans la région, et ce type de choses. D'ailleurs, il existe d'autres zones, comme l'Irak, par exemple, où il y a des bases américaines, et je ne suis pas certain que les Irakiens tiennent absolument à conserver ces bases. La discussion pourrait être légèrement différente avec le Qatar et l'Arabie saoudite qui ont déjà montré par le passé leur volonté de s'engager ou de faciliter des liens diplomatiques entre l'Iran et l'Occident et ce genre de choses. Il ne serait probablement pas très judicieux de frapper des cibles sur ces territoires. Mais lorsqu'il s'agit de l'Irak ou de la Syrie, eh bien, vous savez, ça pourrait se faire, bien sûr, avec le risque d'une lourde riposte de la part des États-Unis. Mais en même temps, lorsqu'on dispose de missiles hypersoniques, alors une flotte, surtout la flotte qui a maintenant été rassemblée autour du Moyen-Orient par Trump, en prenant des flottes du monde entier pour les regrouper autour du Moyen-Orient, devient une cible très attrayante pour les missiles hypersoniques. Même si ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, car même si les missiles hypersoniques sont très rapides, en théorie du moins, il serait encore possible, même pour un porte-avions, d'éviter cette menace. Mais ce sont là les aspects techniques. En réalité, ces flottes sont des cibles très attrayantes. Et s'ils devaient être touchés par plusieurs missiles, si vous avez une salve de 10 ou 20 missiles sur un groupe de porte-avions, cela causerait des dégâts considérables et forcerait probablement Trump à reconsidérer l'utilisation de la force militaire. Donc, je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure les Iraniens sont prêts à agir, étant donné le risque de faire face à une riposte directe des États-Unis. Encore une fois, l'autre facteur inconnu est aussi la réaction des autres pays. Parce que ce que vous venez de dire est correct, Trump est extrêmement impopulaire en Europe et dans le monde, en gros. Israël est extrêmement, je veux dire, l'impopularité d'Israël, et c'est aussi un facteur important. Pas seulement Israël, mais les Juifs sont devenus extrêmement impopulaires partout. Et si vous regardez les statistiques, presque partout, les actes antisémites se multiplient. Ainsi, la communauté internationale, je veux dire la diaspora juive, pourrait également jouer un rôle à cet égard. Je veux dire, elle n'a pas joué un grand rôle jusqu'à présent, et probablement même pas un rôle négatif. Mais à l'avenir, nous pourrions avoir une perception différente de cela, car ce que nous avons vu le 13 juin et hier constitue une violation flagrante du droit international. C'est totalement non provoqué, et manifestement non provoqué, et manifestement injustifié. Nous avons donc utilisé ces deux mots pour définir l'intervention russe en Ukraine. Et nous avons systématiquement utilisé ces deux mots parce que nous voulions souligner, ou plutôt déclarer cette intervention russe comme illégale. Ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Je ne discuterai pas de cela. Mon point de vue est que la raison pour laquelle nous avons utilisé ces deux mots était précisément parce que l'intervention russe était à la fois justifiée et provoquée. Mais ici, dans le cas de l'Iran, nous avons une intervention véritablement non provoquée et véritablement injustifiée pour une question, et Kayakal vient de le démontrer, pour une question qui n'était même pas en jeu, car il ne s'agit pas de savoir si l'Iran possède une bombe nucléaire. Il s'agit simplement de son droit à enrichir de l'uranium à des fins civiles. Point final. Et cela a été établi et est largement reconnu. Par conséquent, il n'y a absolument aucune justification, quelle qu'elle soit, pour les attaques menées aujourd'hui par Israël et les États-Unis, qui sont probablement les pays les plus méprisés,
et certainement les dirigeants les plus méprisés, je veux dire Donald Trump et Benjamin Netanyahou, les dirigeants les plus méprisés au monde, bien au-delà de tout ce que nous avons connu auparavant. Oui, voilà ce qu'ils ont accompli. Et c'est... C'est tout simplement stupéfiant qu'ils soient allés aussi loin. Et maintenant, ils ont en fait réussi à faire passer l'Iran pour la puissance responsable, tandis que toutes les puissances occidentales sont désormais perçues comme soutenant cela sans condition. C'est assez préoccupant. Ma dernière question concerne l'implication possible d'autres acteurs extérieurs. On évoque souvent la Russie et la Chine, mais un pays dont on parle également fréquemment est le Pakistan, en tant qu'autre puissance nucléaire. Là encore, ils ont parfois des tensions avec l'Iran, mais ils ont aussi, je suppose, des tensions avec Israël. Certains avancent que le Pakistan pourrait peut-être aider l'Iran à intercepter des missiles qui s'approcheraient de ses frontières lors d'une attaque contre l'Iran. D'autres ont soutenu que le Pakistan pourrait, dans certaines conditions, transférer une arme nucléaire à l'Iran, ce qui me semble plus douteux. Mais la première hypothèse paraît plus probable. Je me demandais, quel est votre avis sur ce point, l'implication possible du Pakistan dans cette guerre? Ils ont menacé d'utiliser des armes nucléaires contre Israël si l'Iran était attaqué. Maintenant, évidemment, encore une fois, je ne sais pas ce que les Pakistanais pensent de cela. Mais, à titre personnel, je pense que nous devrions avoir une certaine forme de proportionnalité, et il est probable que le Pakistan n'utilisera pas d'armes nucléaires s'il n'y a pas d'enjeu proportionnel. Car l'utilisation d'armes nucléaires a des implications non seulement pour la cible, mais aussi pour le Pakistan lui-même. Non, mais ce que nous pourrions probablement envisager, et qui est lié à cette question, c'est quelque chose qui a été suggéré à de nombreuses reprises ces derniers jours, que l'Iran pourrait se retirer du traité de non-prolifération, envoyant ainsi un signal indiquant qu'il adopterait désormais une autre stratégie. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. Lorsque la Corée du Nord a également développé des missiles balistiques et a été accusée de posséder des armes nucléaires, elle a été menacée de frappe par les États-Unis. Alors qu'ont-ils décidé? Ils ont décidé de sortir du TNP et de développer des armes nucléaires. Et maintenant, la Corée du Nord est tranquille parce qu'elle possède des armes nucléaires, d'une certaine manière. Nous pourrions donc observer un comportement similaire de la part de l'Iran, je ne sais pas. Encore une fois, c'est une question de politique nationale. Les Iraniens ont jusqu'à présent constamment résisté à cette idée, mais maintenant qu'ils sont activement provoqués, littéralement, ils pourraient décider de sortir du TNP. Mais sortir du TNP pourrait aussi attirer de nouvelles opérations de la part des États-Unis. Et il y a aussi quelque chose que nous devons prendre en compte. Les Israéliens, dans la première phase et probablement aussi les États-Unis, s'attendaient à un soulèvement en Iran, à une déstabilisation du gouvernement et tout cela. Cela ne s'est pas produit. Et il y avait même, dans les médias israéliens, certains qui disaient qu'en fait, ils étaient surpris de voir que l'Iran était étonnamment stable et que la stabilité du pays n'était pas affectée. Mais que s'est-il passé? Donc il faut attendre. Il y a d'autres forces qui n'ont pas encore été impliquées jusqu'à présent, mais qui pourraient entrer en jeu, à savoir tous ces mouvements de résistance que nous avons au Kurdistan, je veux dire les Kurdes au nord, les Ahwazis au sud-ouest, les Baloutches au sud. Et nous savons que l'Occident est en contact avec ces mouvements, qu'il arme ces mouvements, et pourrait probablement déclencher une sorte de guerre civile, quelque chose suivant exactement le même schéma que ce que nous avons vu en Syrie. Donc c'est aussi quelque chose que nous pourrions voir.
Les Iraniens en sont probablement conscients et par conséquent, leur liberté de mouvement ou de réaction dans ce contexte est extrêmement limitée. Mais, comme je suis d'accord avec vous, ils doivent répondre et ils ont besoin de répondre. Ce que je suggère, c'est que d'autres pays devraient également réagir et montrer aux États-Unis qu'on ne peut pas simplement violer le droit international en plein milieu d'un processus de négociation, car c'est ce qu'Israël a fait la semaine dernière et ce que les États-Unis ont fait cette semaine. Comment peut-on faire confiance à un processus de négociation ou à une démarche diplomatique si l'on sait que la manière dont se déroule la négociation peut simplement déclencher une réaction militaire? Alors, à quoi bon entretenir des liens diplomatiques? La communauté internationale devrait aussi réagir à cela, selon moi, d'une manière ou d'une autre, probablement pas militairement, mais certainement en envoyant un signal politique très fort. That will not come from the EU, but that may come from individual states. And that's absolutely needed. Against Israel, definitely. Et c'est absolument nécessaire face à Israël, bien sûr, et aussi face aux États-Unis. Parce que maintenant nous avons, vous savez, l'unipolarité ou la multipolarité ne sont pas des politiques. C'est un état de fait. Et si vous lisez cette fameuse interview de Marco Rubio avec Megyn Kelly sur CBS, je veux dire, l'unipolarité était le résultat d'une situation qui a émergé après la fin de la guerre froide. Le problème n'est pas l'unipolarité ou la multipolarité. Le problème, c'est votre stratégie d'hégémonie. L'hégémonie est une stratégie ou un élément d'une stratégie ou d'une politique. Et c'est l'aspect clé. Et même si vous êtes dans un monde unipolaire, vous pouvez choisir de ne pas avoir une politique d'hégémonie. Mais les États-Unis ont choisi de le faire. Donc l'unipolarité est donnée par la condition. Mais l'hégémonie, et c'est exactement ce à quoi nous avons assisté ici, tant dans le conflit ukrainien, que nous verrons certainement en Chine, et que nous voyons actuellement au Moyen-Orient, est une politique d'hégémonie. Et cela montre aussi que Trump n'est pas différent des autres. Il a simplement une autre manière d'aborder une politique hégémonique, mais en essence, il a exactement la même mentalité que les autres. Il a mis en avant davantage l'aspect commercial et économique de l'hégémonie plutôt que l'aspect militaire et idéologique, comme l'ont fait Biden et Obama. Mais en substance, nous parlons du même produit, à savoir que les États-Unis doivent diriger le monde. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Par conséquent, je suggérerais que d'autres pays interviennent également et réagissent vigoureusement contre ce type de comportement. Car sinon, nous sommes dans la loi de la jungle, et c'est exactement là où nous en sommes. Oui, je pense que ce contexte plus large est important, parce que j'ai vu la situation de la même manière, où j'ai interprété le conflit, la guerre par procuration en Ukraine, de la même façon. C'est-à-dire que le monde est tiré dans deux directions, parce que nous assistons à ce passage de l'unipolarité à la multipolarité, comme vous l'avez justement dit. C'est une question de répartition du pouvoir. Ce qui importe, c'est la manière dont les politiques s'ajustent à ces réalités. Et on voit que la grande majorité du monde recherche, préfère la multipolarité, cherche à s'y adapter. Et les États-Unis, avec leurs alliés de l'OTAN, essayent de résister pour restaurer le moment unipolaire. Et je pense que ça constitue une grande partie de la guerre contre la Russie, mais aussi, maintenant, la guerre contre l'Iran. Et ce sera aussi la prochaine guerre contre la Chine. Et je pense que c'est une guerre très désastreuse pour l'Occident. Quoi qu'il en soit, Colonel Jacques Baud, merci beaucoup pour votre temps. Je suis heureux que vous ayez pu intervenir juste après cette immense catastrophe. Merci encore. Merci de m'avoir invité, Rita Cyr. Merci.